Et retour à l'actualité à présent. On l'apprenait cette semaine, on en a parlé sur Radio J, la sévère mise en garde de la Russie à l'égard de l'agence juive, organe chargé de l'immigration juive en Israël, alors que le Jérusalem Post révélait en exclusivité que Moscou avait demandé à Jérusalem de cesser toutes ses opérations à l'intérieur du pays. Démenti finalement de l'agence juive qui a affirmé qu'il s'agissait seulement d'une missive du Kremlin autour de questions administratives ainsi que de problèmes pouvant avoir, je cite, des conséquences juridiques. Mais des questions demeurent tout de même. Beaucoup de questions selon le journal Haaretz. Durant l'année écoulée, les autorités russes ont exercé des pressions sans précédent sur plusieurs branches de l'agence juive en Russie. Un dossier complexe et pour en parler ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Freddy Eitan, ancien ambassadeur d'Israël, écrivain et journaliste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio J ce matin. Freddy Eitan, il faut le préciser également, vous êtes un fin connaisseur de l'actualité au Proche-Orient, auteur de 25 livres sur le conflit israélo-arabe et la politique française au Moyen-Orient et vous dirigez le Cap de Jérusalem, le centre des affaires publiques et de l'État. Alors d'abord, une première réflexion autour de ce qui se passe entre la Russie et Israël. On a entendu donc l'agence juive tenter d'apaiser un petit peu la situation, affirmant que pour l'instant, l'organisation visiblement était toujours active dans le pays, mais cela semble ressembler quand même de la part de Moscou à de vraies menaces, des nuisances envers Israël sur le sol russe. Écoutez, je suis ce dossier-là des Juifs de l'ex-Union soviétique depuis de nombreuses années. Et ce n'est pas la première fois que Moscou annonce des violations, soi-disant, des violations de procédures administratives et même juridiques concernant la Aliyah. Pour la simple raison, il faut le dire aussi, qu'en Russie comme en France, la religion juive n'est pas mentionnée sur les cartes d'identité. Et on ignore d'ailleurs le nombre des Juifs aujourd'hui. Et selon certaines estimations, on pense qu'il y a environ 200 000 Juifs en Russie. Mais depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, 5 800 Juifs sont arrivés en Israël, tandis que de l'Ukraine sont arrivés jusqu'à demain, 30 000 sont arrivés d'Ukraine. Alors, il y a aujourd'hui à peu près 60 000 Juifs qui souhaitent faire leur aliyah, selon, comme vous le savez, la loi du retour. Je vous rappelle aussi que dans les années 1990, après ce qu'on appelle la perestroïka, après l'écroulement donc de l'Union soviétique, plus de presque 1 million de Juifs sont arrivés en Israël. Une partie d'ailleurs n'était pas selon la halacha, c'est-à-dire selon la loi hébraïque, ne sont pas juifs. Nous sommes aujourd'hui en campagne électorale. Donc la situation est telle qu'il n'y a pas ni menace, ni ultimatum. Et je pense que certains politiciens exploitent donc cette campagne électorale pour glorifier, je dirais, certaines interventions de leur part avant donc les élections. Il faut dire qu'il ne faut pas non plus paniquer. Nous avons connu dans le passé des problèmes avec l'Union soviétique. À l'époque, nous n'avons pas eu de relations avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, nous avons des relations diplomatiques entières. Et il n'y a aucune question de menace concernant, par exemple, les frappes aériennes attribuées à Israël en Syrie, et non pas non plus la position israélienne vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis donc du président juif Zelensky. Alors justement, Freddy Eitan, on va en parler. Ces tensions entre Moscou et l'État hébreu sont évidemment dues aussi à la guerre en Ukraine. C'est vrai qu'Israël, finalement, depuis le début, depuis le 24 février, s'est toujours retrouvé dans cette situation un petit peu délicate, apportant son soutien moral à Kiev, mais refusant dans le même temps de condamner la Russie, de sanctionner la Russie. Il y a plusieurs raisons à cela, évidemment. D'abord, nous sommes amis à ces deux pays. Israël a de très bonnes relations avec l'Ukraine, qui est notre fournisseur, je dirais, du blé israélien, par exemple. La majorité, si vous savez, 80% provient donc des
des graines, je dirais même, d'Ukraine. D'autre part, il y a deux populations juives très importantes en Russie et en Ukraine. Donc nous avons évidemment un intérêt que le calme règne et qu'ils peuvent sortir sans difficulté, sans contrainte de la Russie comme de l'Ukraine. Et puis nous avons aussi avec des relations avec la Russie, et la Russie est à nos portes, c'est-à-dire se trouve en Syrie. Donc nous devons avoir de bons contacts pour pouvoir donc contrecarrer toute intervention iranienne en Syrie. Et c'est pour ça que c'est très délicat d'avoir une position claire vis-à-vis des deux pays. Nous devons être neutres, je dirais. Oui. Et il est important d'être neutre et ne pas suivre automatiquement tous les Occidentaux vis-à-vis de l'Ukraine. Et justement, puisqu'on parle de la Syrie, certaines voix en Israël commencent à dire que le poids de Moscou en Syrie, finalement, serait surévalué. Une des raisons pour lesquelles Israël se montre, donc vous venez de le dire, très prudent sur la scène diplomatique. Israël peut-il s'émanciper un jour de l'aval du Kremlin pour frapper justement ces fameuses positions iraniennes du Hezbollah terroriste en Syrie? Écoutez, la Syrie est présente depuis une dizaine d'années, depuis le déclenchement de la guerre civile en Syrie. Et donc, la présence de la Russie et les contacts permanents que nous avons entre les armées, l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée russe et Tsahal, sont très importants. Nous avons une coordination, nous avons un système ensemble. Et à chaque fois qu'il y a une frappe, nous avertissons donc les Russes. Les Russes savent parfaitement. Et tant que les Russes sont en Syrie, nous avons un gage pour pouvoir continuer donc les frappes, avec évidemment une coordination. Parce que, il faut le dire, que l'Iran achemine quotidiennement des armes sophistiquées, des missiles à haute précision qui peuvent atteindre tout le territoire israélien. Donc, nous devons avoir des opérations préventives pour dominer donc le ciel, pour avoir la maîtrise du ciel d'une part, et éviter à tout prix, comme on l'a vu avec ces derniers drones qui ont été abattus, qui ont essayé donc de saboter ce qu'on appelle à offshore, donc les plateformes que nous exploitons évidemment le gaz et qui est très important aussi pour le Liban, car le Liban aujourd'hui il y a un litige juridique que nous devons donc créer et nous devons trouver des solutions avec le pouvoir libanais, donc avec le gouvernement libanais et non pas avec le Hezbollah qui menace à chaque fois de saboter ces bonnes relations que nous pouvons avoir avec les Libanais. Alors Freddy Eten, vous êtes avec nous ce matin. Autre dossier brûlant, toujours au chapitre diplomatique, c'est la visite de Joe Biden bientôt en Israël le 13 juillet prochain, dans quelques jours. Il se rendra également en Arabie Saoudite. Ce sera son premier voyage en Israël depuis qu'il a été élu président des États-Unis. Alors quels seront peut-être les enjeux de ce voyage selon vous les plus importants? Écoutez, John Biden est un ami fidèle de l'État d'Israël. Il a effectué de nombreuses fois donc des visites en Israël. Il connaît tous les ministres des Affaires étrangères comme des premiers ministres. Il connaissait même Golda Meir, depuis Golda Meir, pour vous dire dans les années 1970. Il débarque en Israël pour deux grands dossiers. D'abord, le problème palestinien, essayer de relancer donc le dialogue avec les Palestiniens, peut-être ouvrir un consulat américain à Jérusalem, et aussi vis-à-vis de l'Iran, essayer de convaincre les Israéliens qu'un accord pourrait être beaucoup plus important que si l'Iran n'a pas d'accord avec les Occidentaux et pourrait s'acheminer vers la première bombe atomique. Donc c'est ces deux grands dossiers. Au-delà, puisqu'il y aura une visite, comme vous l'avez mentionné, en Arabie Saoudite, c'est très important d'ouvrir donc un nouveau dialogue avec l'Arabie Saoudite, qui est, je dirais, le pays le plus important sur le plan économique, stratégique, vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis d'Israël. Et donc, Joe Biden trouvera le moyen de relancer le dialogue avec l'Arabie Saoudite et d'essayer de normaliser avec ce qu'on appelle avec
MBS, c'est-à-dire Mohammed Ben Salam, le prince héritier, et qui a fait des réformes et qui veut et qui souhaite avoir une bonne normalisation avec Israël. Je vous rappelle que en Arabie Saoudite, à Riyad, il y a eu déjà des contacts. Le chef du Mossad était en Arabie Saoudite, a contacté donc les autorités. Le chef d'état-major, Kochavi, était en Arabie Saoudite. Il y a des journalistes, des correspondants israéliens, certes avec une carte d'identité et un passeport étranger, débarquent aussi en Arabie Saoudite. Après, dans le cadre des accords d'Abraham, nous pensons que l'Arabie Saoudite sera aujourd'hui pionnière vis-à-vis donc d'autres pays arabes pour élargir le cercle avec les pays arabes et normaliser les relations avec Israël. L'Arabie Saoudite et Israël alliés dans la lutte contre l'Iran nucléaire. Justement, c'est intéressant, on parle de l'Iran, on en parle depuis plusieurs années, la menace de Téhéran qui enrichit son uranium, qui aurait désormais les capacités nécessaires pour anéantir Israël à ses frontières. On en parle vraiment depuis maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Récemment, lors d'un récent entretien à Jérusalem avec le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett a averti qu'Israël se réservait le droit à l'autodéfense et à l'action contre l'Iran. Vous pensez qu'une guerre, justement, comme ça semble quand même clairement annoncé, pourrait arriver dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois? Non, écoutez, d'abord, nous comptons sur la coordination avec les États-Unis. Israël ne peut pas se lancer dans une aventure parce qu'il faut savoir aussi que sera le lendemain donc de cette opération, de cette aventure militaire. Je dis bien aventure militaire. Il faut préciser que nous devons avoir cette coordination avec les Américains, d'une part. Mais d'autre part, Israël doit se défendre. Et évidemment, si on a, comme on l'a fait d'ailleurs contre l'Irak, je vous rappelle qu'on a détruit une centrale nucléaire à Bagdad, à l'époque de Saddam Hussein, une centrale nucléaire made in France. On a détruit aussi une centrale nucléaire en Syrie. Donc, nous ne permettons pas la prolifération donc nucléaire dans la région, d'une part, mais aussi que l'Iran se dote d'une frappe nucléaire parce qu'on sait quelles seront les conséquences. Donc, nous évitons tout cela. Mais je ne crois pas que du jour au lendemain, nous allons lancer des opérations. Il y aura des opérations ponctuelles, c'est-à-dire des opérations dans le cadre du Mossad, dans le cadre d'autres opérations. Des éliminations ciblées, des choses comme ça. Etc. Et aussi dans la cyberattaque, aussi dans ce cadre-là, nous pouvons donc continuer et poursuivre donc ce combat contre l'Iran. Alors, il nous reste à peine une minute, Freddy Eitan. Une dernière question peut-être pour terminer, puisqu'on parle de ce voyage de Joe Biden. Vous avez écrit un article assez intéressant sur votre site internet, donc le Cap de Jérusalem, je le rappelle, sur Yair Lapid, justement sa nomination au poste de Premier ministre israélien, comme il était convenu avec Naftali Bennett. Cette visite finalement de Joe Biden tombe-t-elle au bon moment pour le gouvernement israélien qui a peut-être d'autres chats à fouetter, comme on dit en français? Oui. Écoutez, je crois que la visite, au moment où il y a une campagne électorale est inopportune. Une visite, effectivement, quand on arrive et on intervient. Je dirais aussi que le président Macron aussi intervient dans cette campagne électorale puisqu'il a reçu à l'Élysée donc Yair Lapid. Nous souhaitons que la campagne électorale soit menée en Israël et non pas à l'étranger, et je ne souhaite pas non plus intervenir dans les campagnes électorales ni à Paris et ni à Washington. Donc, je crois que les conditions donc de cette visite qui ont été programmées depuis longtemps, et aujourd'hui, évidemment que Biden est le bienvenu en Israël et il sera reçu avec tous les égards et tous les honneurs. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Freddy Eitan, je le rappelle, ancien ambassadeur d'Israël, écrivain, journaliste. Vous êtes auteur de 25 livres au total sur le conflit israélo-arabe et la politique française au Moyen-Orient et vous dirigez le Cap de Jérusalem. On peut retrouver vos analyses justement sur votre site internet. C'est le Centre des affaires publiques et de l'État. Merci beaucoup, Freddy Eitan. À très bientôt sur Radio J.